L'invité de Smart Impact, c'est Raphaël Beauroumand. Bonjour. Bonjour Thomas Hu. Bienvenue, vous êtes professeur d'économie à la Paris School of Business. Dernière édition de votre livre, c'est de ça dont on va parler, 20 idées reçues sur l'énergie, paru aux éditions De Box Supérieur. Livre coécrit avec Thomas Porcher et Stéphane Goutte. La première version, vous l'avez écrite il y a 10 ans, c'est ça? C'est un livre qu'on a écrit effectivement il y a 10 ans, qui a été publié pour la première fois en 2015. Ouais. Pourquoi vous êtes lancé dans cette idée? Il y a tant d'idées reçues que ça sur l'énergie? Ou il y avait tant d'idées reçues? Le secteur de l'énergie, c'est vrai, a des dimensions à la fois géopolitiques, économiques, technologiques, environnementales et sociales aussi. On l'a vu avec la taxe carbone et le mouvement des Gilets jaunes. Et pour mener des bonnes politiques énergétiques et climatiques, il faut d'abord déconstruire les dogmes, les mythes, les idées reçues ou les préjugés. Et donc on a pensé que c'était une bonne démarche à partir de nos travaux scientifiques de vulgariser sous la forme d'un livre grand public en fait les idées reçues pour les déconstruire comme base, en tirer des enseignements pour des politiques climatiques et énergétiques efficaces. On est évidemment autour de ces enjeux de la transformation environnementale, avec parfois des équations qui sont quasi impossibles à résoudre. Je pense au secteur aérien, mais bref, avec des carburants durables qui sont en toute petite quantité par rapport à ce que le secteur devrait utiliser pour tenir ses objectifs. Mais bref, est-ce que ces idées reçues, elles empêchent cette transition environnementale pour vous, ou elles la freinent d'une certaine façon? Ah oui, alors je vous remercie pour cette question, parce qu'effectivement, je considère que les idées reçues entravent cette transition, puisque soit elles nous font perdre du temps, soit elles peuvent nous engager sur une impasse. Or, quand on regarde le budget carbone qui a déjà été utilisé, le temps qui nous reste pour limiter le réchauffement climatique, on ne peut pas se permettre de prendre une voie qui va se transformer en une impasse et s'en rendre compte trop tard. Il y a une urgence climatique, et donc il faut dès le début s'engager dans la bonne voie, la plus efficace. Est-ce que votre analyse, elle a changé? Parce qu'on va dire, il y a 10 ans, vous écriviez ça, aujourd'hui... Moi, je considère que le but d'un académique, c'est quand même de prévoir l'avenir, pas de prévoir le présent ou le passé. Vous avez pris des risques en l'écrivant il y a 10 ans? On a pris des risques en l'écrivant il y a 10 ans, et les faits ou le contexte énergétique actuel nous a donné raison. Par exemple? Par exemple, quand on regarde, moi j'étais l'un des premiers en Europe à dire que la libéralisation du secteur de l'électricité n'allait pas fonctionner comme celui des télécommunications ou de l'aérien. On était assez minoritaire à l'époque au niveau européen à le dire. Et j'ai envie de vous dire, malheureusement, les faits nous ont donné raison, puisque la concurrence, elle a pour objectif de soit susciter de l'innovation en termes de services ou de baisse des prix. Or, les prix de l'électricité n'ont fait qu'augmenter. Ce n'est pas de la faute de la libéralisation, mais c'est pour dire que le secteur de l'électricité a des spécificités qui ne sont pas celles des télécoms, de l'aérien. Sur le principe, moi, je suis favorable à la concurrence. Quand elle marche entre les écoles de commerce, dans le secteur des télécoms, mais elle ne se décrète pas. Il faut que les caractéristiques d'un secteur, caractéristiques techniques, économiques, s'y prêtent. Ce n'est pas le cas pour l'électricité. Il y a 10 ans, je pense à la Russie et je pense au contexte géopolitique, vous en parliez. Il y a 10 ans, il y avait déjà eu une première attaque de l'Ukraine par la Russie. Et pour autant, l'Europe, et notamment l'Allemagne, s'est mis dans les mains de la Russie en termes de dépendance, notamment gazière. Est-ce que vous écriviez là-dessus? Est-ce que vous disiez attention, danger ou pas? Alors nous, on avait écrit sur la naïveté géopolitique de l'Europe et le fait que c'était l'heure de vérité pour le réveil d'une Europe politique. Parce qu'il y avait des risques en termes de sécurité d'approvisionnement. Et on nous disait non, la sécurité d'approvisionnement à la fois gazière et électrique de l'Europe est assurée. Or, vous voyez bien depuis le 2022... les conséquences quand il y a des tensions avec un pays dont l'Europe dépendait trop fortement pour son gaz et aussi pour son pétrole. Et effectivement, vous consacrez un chapitre à la politique énergétique européenne. Qu'est-ce que vous attendez là, de la nouvelle mandature de l'Union? On va connaître dans quelques semaines les nouveaux commissaires, présidente de la Commission ou président de la Commission européenne. Il y a des erreurs à ne pas commettre pour cette mandature? Il faut bien que l'Europe comprenne que le but, ce n'est pas simplement d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire de décarboner l'économie de l'Europe. C'est aussi d'en faire une puissance industrielle décarbonée. C'est-à-dire que l'Europe est face à un choc est confrontée à la concurrence des États-Unis d'un côté et de la Chine de l'autre, qui sont dans une forme de choc des titans, et qui, eux, notamment les États-Unis, ont lancé un plan, l'IRA, de 370 milliards de dollars pour soutenir l'industrie décarbonée. Donc l'Europe, elle est plutôt leader dans tout ce qui est normes, et donc elle a un leadership plus réglementaire qu'industriel. Or, il ne faut pas opposer transition écologique et politique industrielle, parce qu'on aura une transition énergétique que si on a une politique industrielle. Et on ne peut pas avoir une politique industrielle sans subvention pour avoir des champions industriels européens. Mais d'ailleurs, la réponse européenne à cet Inflation Reduction Act américain, bon, alors évidemment, c'est plus difficile, on est 27, il faut se coordonner, mais elle est quoi? Elle est brouillonne, elle est faiblarde? Comment vous la qualifiez? Disons que le boom industriel, il est quand même plutôt aux États-Unis qui sont en train de rafler la mise. Alors la France s'en sort mieux que les autres pays européens. Mais le but, c'est pas de faire de l'Europe un îlot décarboné dans un désert industriel, ni d'en faire un débouché des clean tech
américaine ou chinoise. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter à avoir une politique industrielle beaucoup plus offensive, parce qu'en fait la décarbonation de l'industrie est à la fois source d'attractivité et de compétitivité et de création d'emplois. Il ne faut pas opposer économie et industrie et économie et climat. Oui, alors justement, économie et climat, ça, j'imagine un peu votre réponse, il ne faut pas forcément passer par la décroissance. Alors justement, je vous remercie pour cette question, parce que la décroissance, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ça veut dire qu'il faut avoir une décroissance au niveau mondial, ça va entraîner un chaos social au niveau mondial, parce qu'il va falloir baisser la production mondiale de plus de 80%. Ouais. Et donc ça veut dire rendre encore plus pauvres les pays qui sont déjà les plus vulnérables. Et les pays les plus vulnérables, vous êtes bien gentil, mais vous avez tiré sur la planète en quelque sorte pendant des décennies, et nous aujourd'hui, vous nous demandez de tout arrêter et de ne pas grandir. Oui, exactement. Les pays qu'on nomme abusivement du Sud global, exactement. Ouais. Et en France et dans les pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, ça veut dire demander aux ménages les plus précaires de se serrer davantage la ceinture. Or, il faut dépasser cette opposition apparente entre fin du monde et fin du mois, parce qu'il y a en économie des leviers pour concilier économie et climat. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir une décroissance globale et mondiale. L'idée, c'est de pouvoir avoir une croissance économique qui soit sélective et décarbonée. Mais il faut quand même se poser la question du modèle. Exactement. Par exemple, on l'a dit plein de fois dans cette émission, passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, ça c'est une piste qui est évidente. Est-ce qu'elle est valable aussi dans les domaines énergétiques ? Alors, non seulement elle est valable, mais en plus largement par rapport à ce que vous dites, il y a des secteurs qui devront décroître. Ce n'est pas normal de produire 15 fois plus de vêtements qu'il y a 30 ans et de brûler des tonnes de vêtements chaque année, parce qu'on pollue quand on produit et on pollue quand on détruit. Ça n'a aucun sens, la fast fashion par exemple. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une croissance sélective pour l'orienter vers les technologies et les infrastructures décarbonées. Et donc c'est valable aussi pour l'énergie, sans opposer les énergies les unes aux autres. Oui, par exemple, renouvelables et nucléaires, on a besoin des deux. En l'état actuel des technologies, on a besoin des deux, oui. Est-ce que ça a été une grande illusion idéologique des Verts, et notamment des Verts allemands, qui ont été un peu à l'origine de ce corpus idéologique des partis écologistes ? Alors effectivement, il ne faut pas qu'une technologie, c'est ce qu'on a aussi essayé de faire, c'est de sortir de toute forme de dogmatisme politique. Il ne faut pas qu'une technologie soit l'objet de calculs politiciens. Ça a pu l'être aussi en France pour la fermeture de Fessenheim. Il faut vraiment regarder une vision systémique d'une technologie sans surestimer ses avantages ou sous-estimer ses inconvénients. Et il est possible que certains partis politiques dans certains pays aient une vision qui soit trop dogmatique et qui les ait enfermés après dans une forme de dépendance, notamment au gaz pour l'Allemagne. Ouais, je reprends certains titres de chapitres de votre livre. Par exemple, l'exploitation du gaz de schiste, remède contre le chômage. Idée reçue ? C'était une idée reçue il y a une dizaine d'années. Ça l'est encore quand on regarde les fausses promesses du gaz de schiste en Pologne, qui est beaucoup trop profond pour être rentable, qui ne fonctionne pas comme le gaz de schiste aux États-Unis. On voit que le chômage, il vaut mieux plutôt le réduire avec la création d'emplois dans une économie nouvelle et décarbonée, que de se lancer dans une vieille énergie qui est complètement... C'est une vieille énergie, le gaz de schiste. Disons qu'on est dans une émission, c'est la chaîne des audacieuses et des audacieux, qui s'appelle Smart Impact, c'est la transformation durable et écologique de l'économie. Donc il est impossible de se tourner vers des énergies fossiles, alors c'est pas parce qu'on en a qu'il faut les utiliser. Ouais. Alors en revanche, il y a un chapitre que j'ai trouvé intéressant sur le chapitre 10, il faut fermer les raffineries françaises. Mauvaise idée. Il y a 3 fois moins de raffineries, il y en avait 24 il y a 50 ans, il n'y en a plus que 8, voire 7, si on tient compte de celle qui est en arrêt actuellement. Et là, il y a un enjeu de souveraineté. On ne peut pas, comme vous dites, d'un côté, alors moi je préfère le terme de sécurité d'approvisionnement que de souveraineté, mais on ne peut pas parler de sécurité d'approvisionnement et dire on est incapable de raffiner le pétrole pour les produits pétroliers et puis acheter du diesel ou du carburant de l'extérieur. C'est comme vous aviez si on prend le cas des barrages hydrauliques, il y a un moment, l'idée reçue, c'était qu'il fallait les privatiser. Ça veut dire mettre l'eau, patrimoine naturel de la France, et les barrages, infrastructures stratégiques financés par les contribuables dans les mains de sociétés étrangères de pays potentiellement hostiles. Donc c'est une fausse bonne idée. Oui, on va en parler dans un instant, puisqu'on va parler de petite hydroélectricité. Tiens, un dernier mot, il nous reste 1 minute. Sur la Chine souvent désignée comme responsable du réchauffement climatique. Alors ça m'intéresse d'avoir le recul d'une décennie. Est-ce que ça a beaucoup évolué, ça ? Si les COP se suivent et se ressemblent, c'est aussi parce qu'il y a, de la même manière qu'il y a une géopolitique de l'énergie, il y a une géopolitique du climat. Et donc si on n'arrive pas à avoir un accord qui tienne et qui soit véritablement fort, c'est aussi parce qu'il faut qu'il y ait une justice climatique, il faut tenir compte de la dette climatique. Ce n'est pas parce que la Chine pollue beaucoup qu'elle en est responsable. Elle pollue pour des biens qui sont souvent exportés à destination des pays européens.
Et la Chine, c'est le pays de tous les paradoxes. D'un côté, elle pollue beaucoup par le charbon, et de l'autre côté, elle est numéro 1 sur les renouvelables. Mais elle reste quand même souvent vue comme un pays uniquement pollueur, sans tenir compte du fait que sur le plan des renouvelables, elle a une politique très ambitieuse également. Même si c'est parce qu'elle détient ce qu'on appelle les métaux rares, qui sont très importants pour les équipements en question. Et on y revient aux raffineries, elle détient aussi, je crois, 80% des raffineries de ces métaux, ce qui repose la question de notre sécurité ou souveraineté. Merci beaucoup, c'était passionnant, Raphaël. Merci. Beauroumand, vos 20 idées reçues sur l'énergie à découvrir aux éditions de Box Supérieur. On passe donc à notre débat, on continue de parler d'énergie, petite hydroélectricité.